Merci infiniment, monsieur le recteur. Merci, mon ami Bruno, qui m'a présenté chaleureusement et paresseusement en disant que ce n'était pas la peine de me présenter, ce qui est une facilité rhétorique considérable à laquelle je rends hommage. Donc, je viens vous parler d'une langue qui s'appelle la langue française. Et je ne peux pas m'empêcher de rappeler une chose qui est parfois oubliée, c'est que le mot français, dans la langue française, est un mot germanique. Car ce sont les Francs qui ont organisé l'embryon de pouvoir central dans un pays qui était complètement féodal et donc voué à la diversité, qui était représenté par à peu près ce qui est la moitié nord de la France actuelle. Et c'est à partir de ce petit noyau qu'une langue est née d'abord, à partir de modifications très profondes de la langue latine, mais en étant fortement influencée par la langue des Francs, qui n'était pas l'allemand, mais qui était un ancêtre du néerlandais, car il venait du nord. Et si le français est ainsi une langue romane, c'est-à-dire dérivée de la langue latine, il ne faut jamais oublier que c'est probablement la langue romane la plus influencée par les langues germaniques. Or, quand on additionne la totalité des traditions culturelles romanes et germaniques, on a quasiment toute l'Europe occidentale. Et cette Europe occidentale s'articule sur un passé plus lointain qui est le passé celte. Et précisément, cet espace géographique et culturel a parlé pendant 5 siècles une langue qui s'appelait le gaulois, qui a disparu sans laisser de traces en 4 ou 5 générations, ce qui est une leçon pour l'avenir, car on s'aperçoit qu'une langue importante, une des langues majeures de l'Europe, peut disparaître corps et biens et sombrer sans laisser d'autre chose que des connaissances fragmentaires, des noms propres, car la plupart des noms de villes françaises viennent de noms de tribus gauloises, et sans laisser d'autres traces que cette idée d'une francophonie européenne, car les frontières de la langue gauloise étaient très précisément les frontières de la langue française aujourd'hui en Europe, à savoir la Belgique coupée en deux, donc la moitié sud, et la Suisse avec la partie occidentale. Et je rappellerai même pour mes amis suisses l'anecdote suivante, qui est bien connue, c'est dans le De Bello Gallico de César, qui a envahi la Gaule pour des quantités de raisons colonialistes, économiques, pratiques, militaires et personnelles, pour se faire valoir et devenir le personnage le plus influent et le plus puissant de Rome à cette époque, mais avec un prétexte très curieux qui est qu'il était très inquiet de l'équilibre politique de cet ensemble parce que les Gaulois helvètes étaient en train de faire des misères aux Gaulois de l'autre côté du Rhin, du côté donc de ce qui allait devenir plus tard la France, mais ça, ils ne le savaient pas. Donc voilà le genre de prétexte qui permet à un colonisateur de s'installer dans un pays en disant « je vais remettre un peu d'ordre dans ce pays-là ». Il est vrai que la Gaule était subdivisée en tribus qui n'étaient pas toujours d'accord entre elles, mais qui faisaient des efforts pour se confédérer, allusion à d'autres confédérations plus tardives, et pour s'entendre. Et un des mots que nous avons hérité en langue française de la langue gauloise n'est autre que le mot ambassadeur. Et ça en dit beaucoup, parce qu'indépendamment de quelques mots culturels très anciens, certains poétiques comme l'alouette, l'oiseau, la langue gauloise a laissé aux Français donc ce mot d'ambassadeur, qui est un mot d'organisation, qui est un mot de politique, qui est un mot de communication, qui est un mot de compréhension entre des entités politiques différentes, qui étaient des tribus, qui tendaient à s'associer. Il y avait donc en Gaule, à l'époque où César est intervenu, une sorte d'unité souple certainement et confédérale, mais qui existait par rapport
à les coupures qui vont se produire dans l'avenir avec des ruptures entre les différentes régions concernées. Le passage du latin au français, je vous l'épargnerai parce que c'est extrêmement technique, mais il faut savoir, et il suffit de savoir, que le français est, pour employer une métaphore que les spécialistes n'accepteraient pas, mais qui est grossièrement exacte, une sorte de créole. Le français est un créole du latin. C'est-à-dire que la langue latine a perdu ses déclinaisons, sauf deux, que la langue latine s'est changée au point de vue vocabulaire de manière considérable, parce qu'elle était parlée sur tout le territoire de l'Empire romain, et qu'elle a fini par donner naissance à des langues différentes, qui sont, chacun le sait, l'espagnol, le portugais, le français, l'italien, et n'oublions pas, vers l'est, le romanche d'abord, qui est toujours parlé en Suisse, malgré des difficultés comme toutes les langues minoritaires, et le roumain, qui s'est installé quand les Romains ont colonisé ce qu'ils ont appelé la Dacie, et qui extraordinairement a résisté aux pressions slaves tout autour et magyars, pour rester une langue qui est finalement, par sa phonétique, extrêmement proche de l'italien et qui s'est ensuite beaucoup imprégnée de français, le français ayant influencé pas mal de langues, y compris le russe qui a à ce moment-là, XVIIe, XVIIIe siècle, accepté beaucoup de mots qui venaient de chez nous. Quand je dis chez nous, je ne veux pas dire la France, je veux dire la francophonie européenne. Et là, je débouche sur un thème qui m'est cher, qui est qu'il faut se garder de confondre la langue et la nation. Les langues portent bizarrement le nom des nations, et ceci est très trompeur. Je veux dire qu'à la limite, des gens ignorants croient qu'en Belgique on parle le belge et en Suisse le suisse. C'est dire jusqu'à quel point ça peut aller. Mais en tous les cas, ils associent France à français, allemand à Allemagne, oubliant l'Autriche, anglais à Angleterre, alors que l'anglais, on le sait, est parlé dans le monde entier et par des civilisations très très variées. Et on oublie dans tout ça qu'une langue est un système de communication dans une ou plusieurs cultures, qu'elle peut se déplacer, qu'elle peut reculer, avancer, se diffuser, disparaître éventuellement ou se modifier profondément. Toutes les langues sont dans la même situation de danger par rapport au monde extérieur et par rapport à leur propre fonctionnement. Et ceci pour amorcer un thème important qui est celui qui est la question très très souvent posée: quel est le statut et l'état de la langue française actuellement? Faut-il craindre pour son avenir? Faut-il espérer? Faut-il à la fois craindre et espérer? Ça sera mon option. Je crois que les deux sentiments sont légitimes tous les deux. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs, mais ce qui me rassure dans cette très longue histoire de la langue française, environ un millénaire, c'est qu'elle a vécu des moments où elle aurait fort bien pu disparaître de la planète ou être tellement modifiée qu'elle n'aurait plus été reconnaissable. Elle l'a été beaucoup à la fin du Moyen-Âge, et il est vrai que le passage qui a duré plusieurs siècles entre une langue que nous appelons par facilité l'ancien français, dont nous ne savons pas très bien si c'est notre langue ou si c'est une langue étrangère, parce qu'effectivement notre langue en vient totalement, que sa grammaire a produit comme rejetons la grammaire du français, même moderne et contemporain, mais avec des modifications tellement profondes qu'il n'y a plus de compréhension entre les deux, mais que toutes les conditions d'utilisation de la langue, entre-temps, avaient changé. Le Moyen-Âge est un univers absolument fascinant. Le Moyen-Âge européen est un univers de variété linguistique considérable, dans lequel on ne peut pas parler encore de langue française, mais on voit que les utilisations du latin vont se différencier de telle manière que des langues vont en surgir progressivement et ne vont exister que par deux facteurs associés et entièrement nécessaires l'un et l'autre. Le premier facteur, c'est la volonté politique, et je dis politique au sens le plus large du terme, il ne s'agit pas d'institution, il s'agit d'une volonté collective qu'une
société humaine développe en disant nous allons communiquer de manière avec un code commun. Et ce code commun, on va l'établir sur des bases qui ne sont pas forcément volontaires et qui ne sont pas forcément conscientes d'ailleurs, mais qui sont la recherche d'une communication et d'un besoin d'éviter les traductions et d'éviter les différences qui fait qu'on ne se comprend pas du tout. Pendant tout le Moyen-Âge, il y avait une langue qui se chargeait de ça pour la totalité de l'Europe, c'était le latin. Mais à l'évidence, le latin n'était maîtrisé que par ceux qui savaient lire et écrire, qui étaient à 95% des clercs, et il était garanti par l'organisation de l'Église. Sans l'Église, pas d'unité en Europe sur le plan culturel et sur le plan linguistique. Donc, dans cette mesure, la libération des différentes langues par rapport au latin est un chapitre extrêmement important. Et en France, et en Suisse en particulier, c'est beaucoup moins vrai pour la partie belge de la francophonie européenne, ce phénomène s'est passé au XVIe siècle, avec deux aspects. Et ces deux aspects sont à la fois, comme je le rappelais à l'instant, politiques, et la deuxième partie que je n'avais pas encore abordée, c'est la partie poétique. Politique et poétique, ça se ressemble, ça vient du grec, les deux mots, et c'est bien différent. Mais le côté poétique de la langue, le côté création esthétique, est très important aussi pour la fixer justement comme symbolique qui va correspondre à des échanges communs à un certain niveau, qui peut être le niveau de la littérature. Mais quand nous disons littérature, nous pensons littera, qui veut dire la lettre, c'est-à-dire l'écriture, alors qu'au Moyen-Âge, l'utilisation esthétique de la langue, c'est-à-dire la poésie, l'épopée, etc., sont essentiellement orales. Le français de cette époque-là, l'ancien français, est une langue essentiellement orale et qui est partagée avec d'autres langues qui sont des dialectes très nombreux, et la partie écrite n'est que la stabilisation de cette langue. Et voyez à quel point le côté politique et le côté esthétique de la langue est nécessaire pour que s'établisse cette espèce de prise de mayonnaise, je vais dire familièrement, qui va devenir une langue avec des effets culturels considérables qui peuvent être au-delà d'un pays, au-delà d'un continent même. Il y a un exemple qui est tout à fait éclairant, c'est l'italien. L'italien a été inventé quasiment sur le plan poétique, sur le plan esthétique, sur le plan littéraire par Dante Alighieri. Dante a écrit un texte en sélectionnant dans les patois et les dialectes de la Toscane, qui était son pays natal, et ça aurait pu être différent s'il était né en Vénétie ou s'il était né dans le sud de l'Italie, mais il était toscan, et à partir des dialectes parlés spontanément en Toscane, il a sélectionné une langue qui avait déjà des caractéristiques de précision, d'expressivité, de qualité esthétique, de puissance poétique, de puissance évocatrice, qui a donné cette commedia, qui a été appelée après sa mort la Divina Commedia, mais ce n'est pas lui qui l'a appelée comme ça, c'était un homme modeste qui ne s'est jamais pris pour un Dieu créateur. Et Dante, en créant cette langue, a été immédiatement suivi par d'autres créateurs dont les noms sont fort connus, c'est Plutarque, c'est Boccace, etc. Et donc, dès le XVe siècle, et donc avant que les autres langues européennes aient acquis cette espèce de certitude d'avoir une qualité d'expression qui était aussi grande que le modèle absolu de l'époque qui était le latin classique, il a fallu, pour que l'italien devienne ce qu'il est aujourd'hui, une autre intervention de nature politique. Et là, la nécessité des deux éléments est soulignée par le fait que l'écart chronologique entre les deux est considérable. C'est-à-dire que la langue italienne existe au XVIe siècle, et c'est même le modèle, à côté du latin, pour la langue française en devenir. Mais pour que la langue italienne devienne autre chose qu'un refuge poétique et littéraire par rapport aux dialectes qui, eux, étaient effectivement pratiqués, il a fallu la volonté d'unité politique italienne. Il a fallu Cavour au nord et il a fallu Garibaldi au sud.
Et c'est la rencontre de cette volonté politique d'unification qui a fait que, indépendamment du dialecte toscan, qui était la grande langue littéraire italienne, un autre dialecte qui était autour de la capitale politique, c'est-à-dire Rome, mais avec l'influence très forte du nord, c'est-à-dire Milan, a créé cette langue, au début très discutée, très critiquée, et je vous renvoie à des textes tout à fait fascinants, parce qu'ils sont le fait de quelqu'un qui n'était linguiste que par raccro, parce qu'il était surtout un immense écrivain, c'est Pier Paolo Pasolini, qui était un très bon linguiste et qui a parlé de la langue italienne en termes très critiques, parce que pour lui, l'italien central, l'italien politique, était une création artificielle par rapport à l'italien littéraire et par rapport au dialecte. Donc cette problématique entre dialecte, littérature et volonté d'unification, le français l'a vécu d'une manière toute différente, parce qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a eu une sorte de rencontre des divers facteurs, la fin de la féodalité, avec le fait que le roi de France avait une importance de plus en plus grande, a garanti l'unité sur le plan politique, même si on parlait autre chose que le français dans la majorité des lieux, notamment en Occitanie, où on parlait une autre langue avec de nombreux dialectes qui était l'occitan, dont le plus connu est le provençal, mais il y avait le languedocien, il y avait le gascon, etc. Et toutes ces langues-là se sont trouvées en contestation les unes par rapport aux autres, et c'est au XVIe siècle que le français a pointé son nez en disant « mais je peux être aussi beau que le latin et l'italien », comme je le disais tout à l'heure. Et là, il s'est passé deux phénomènes, l'un plutôt culturel et poétique et artistique, qui est que François Ier a fait venir sur le bord de la Loire, par exemple, Léonard de Vinci, que l'influence de la langue italienne a été considérable et que les poètes français et les écrivains français ont commencé à dire le français est capable d'exprimer aussi bien que le latin et aussi bien que l'italien. Et c'était Ronsard et c'était Du Bellay dans la défense et illustration de la langue française, mais c'était aussi de manière très différente et très contestée à l'époque parce qu'il n'était pas très catholique, on va dire, Rabelais, qui est un créateur en langage extraordinaire, parce qu'il puise à tous les niveaux du français, du plus savant, puisqu'il était médecin de formation, et qu'il avait une connaissance parfaite du grec, du latin et partielle de l'arabe, et en même temps du français populaire, du français drôle, du français du rire, c'est lui qui dit « parce que rire est le propre de l'homme », et qui a fabriqué une œuvre dont la nature profonde est finalement la totalité des possibilités d'une langue dans tous les sens. Raymond Queneau est un petit peu le Rabelais du XXe siècle, mais Rabelais avait une dimension culturelle tellement considérable que je considère que c'est quasiment le demi-créateur de la langue française moderne. En même temps, il est difficile à lire parce que la multiplicité de ses références culturelles est tellement grande et ses connaissances et le jeu qui fait qu'on ne sait jamais s'il est sérieux ou s'il se moque, ce qui fait la qualité et le plaisir de sa lecture, fait que c'est une lecture totalement inépuisable. Donc on est en plein XVIe siècle. Et dans ce XVIe siècle, il y a un autre volet qui est à la fois politique et culturel et qui est le volet religieux, et à savoir la réforme. Et quand il s'agit de la réforme, à ce moment-là, il y a une capitale culturelle, esthétique et linguistique de la francophonie, et ça n'est pas Paris, et ça n'est pas les bords de la Loire, c'est Genève. Et c'est à Genève, grâce à Calvin en particulier, que, je dirais, le réglage entre le latin et les langues modernes et les langues spontanées s'est fait, a commencé à se faire. Car tout ce qui était de pensée sérieuse, et en particulier de pensée religieuse, pour le Vatican et pour ceux qui lui obéissaient, ne pouvait être qu'en latin. Et la lutte de la Sorbonne en particulier contre les gens qui voulaient passer du latin au français, en particulier des traductions de la Bible qui étaient quasiment interdites parce qu'il ne fallait pas que les gens du peuple aient accès directement, et les gens peu cultivés et les gens qui n'étaient pas de formation religieuse aient accès directement à ce qui était considéré comme la parole divine, alors que Calvin prend des positions opposées, comme Luther va prendre des positions opposées, et comme par hasard,
les Institutiones de Calvin, qui ont été écrites en latin, mais qui ont été traduites par lui-même en français quelques années plus tard, et la traduction de la Bible par Luther, sont un petit peu les prototypes du français moderne et de l'allemand moderne. Et les Institutions de Calvin sont un texte éminemment essentiel pour l'histoire de la langue française, parce que c'est la prose la plus souple, la plus aisée, celle qui, tout en respectant les structures de pensée du latin, sont allées dans une simplification et dans une élégance qui n'était que très rarement atteinte dans la prose française à l'époque. Il suffit de comparer la prose, qui est très belle par ailleurs, mais qui est très archaïque, de Froissart ou de Joinville, les chroniqueurs, avec celle de Calvin, pour voir à quel point Calvin est dans un français qui se rapproche du français moderne. Le français encore plus moderne et avec une pensée complètement différente et beaucoup plus souple, ça va être Montaigne, mais il y a ce passage obligé. Et je crois que dans l'histoire de la littérature en français et de la langue française, la place de Calvin n'a jamais été reconnue à sa hauteur réelle pour des raisons idéologiques, parce que c'est un texte qui est exigeant, qui est théologique, qui est, pardonnez-moi, pas toujours d'une gaieté folle, quand nous le lisons aujourd'hui, et que beaucoup peuvent considérer comme ennuyeux. Et du coup, on n'a pas vu quelle était la qualité d'expression de ce texte, qui est absolument considérable, du côté de la prose d'idées. Parce que, bien entendu, je ne dirais pas que c'est plus important que la poésie de Du Bellay ou de Ronsard, mais c'est sur un autre plan, et l'importance et l'impact, disons, politico-culturel que ça a eu, et idéologique à la fois, sur l'évolution de la langue française est considérable. D'abord et avant tout parce qu'il s'agit de prendre la place du latin. Et cette affaire de la lutte du français contre le latin, et qui va se reproduire en italien, en espagnol et dans les autres langues qui dérivent de la langue mère qu'est le latin. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de liberté de l'anglais et des langues germaniques par rapport au latin, mais du côté des langues romanes, il y a un freinage qui est dû au fait qu'on ne se réfère qu'au latin. Et c'est une affaire qui est à la fois de modalité de pensée, mais aussi profondément idéologique. Et la Réforme, tout en ayant d'autres caractéristiques dans l'histoire des idées, a eu cet impact sur l'histoire des langues que ce soit en allemand, que ce soit en français, elle faisait d'abord et avant tout référence à une communication aisée entre la parole divine et la manière de l'interpréter et l'utilisation par le croyant, sans passer par cet intermédiaire exigé par le Vatican qui était le prêtre, qui lui maîtrisait les deux langues, la langue vernaculaire et la langue savante, le latin, et qui était le traducteur obligé. Il fallait qu'il y ait une espèce de passage des clercs qui avaient le savoir des langues, non pas originales, parce qu'ils connaissaient la Bible en latin, très peu la connaissaient en grec, et aucun ne la connaissait en hébreu. Donc on aurait pu dire que déjà il y avait une quantité et une épaisseur de contresens considérable dans la transmission de ce savoir. Et puis, ce qu'il y a de très curieux, c'est que la Réforme coïncide par un retour aux langues simples, aux langues parlées, aux langues de tous les jours, aux langues de tout le monde, avec une foi exigeante, ou disons la Réformation, nous sommes à Genève, coïncide avec un autre mouvement à la même époque qui est un dégagement par rapport aux valeurs chrétiennes qui commence à se faire à ce moment-là. Donc c'est très paradoxal, mais il y a à la fois une sorte de libération, mais dans tous les cas, cette libération va dans le sens de l'exaltation des langues modernes et dans un recul relatif de la langue qui correspondait au modèle général et qui était le latin. Le latin a résisté vaillamment jusqu'à la fin du XVIIe siècle en matière scientifique, mais en ce qui concerne le français, il a fini par céder
Et ce n'est pas un hasard qu'au XVIIe siècle, le plus grand philosophe français, qui était Descartes, a écrit ses méditations, certes en latin, mais elles ont été immédiatement traduites en français, et il a écrit le discours de la méthode directement en français. Ce qui, nous ne le sentons plus, mais était une sorte de provocation extraordinaire, parce que on n'écrivait pas des textes de cette nature, des connaissances générales, de philosophie générale, dans la langue familière, dans la langue de tous les jours et dans la langue qui pouvait être lue par des gens qui n'avaient pas fait des études de théologie. D'une certaine manière, c'est le dégagement, c'est le début de cette période que Goldman a appelée celle du Dieu caché, qui est intermédiaire entre celle du Dieu exalté et celle du Dieu nié. Bon, là, on est chez Nietzsche, c'est beaucoup plus tard. Mais il y a ce passage, et il est curieux de constater que le retour à une croyance plus naturelle, plus personnelle du côté des réformés, et que le dégagement par rapport au dogme du côté des philosophes et des critiques, et qui vont aller très loin à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, passent tous les deux par une sorte de répudiation du latin. Répudiation ou mise à distance, où on le considère comme moins important. Et ça a beaucoup d'effets, y compris dans l'évolution des sciences, parce que c'est l'époque où la science moderne est en train de naître, et la science moderne, elle va se produire à peu près au moment où les langues de tous les jours vont dominer le latin. Les premières œuvres de Newton sont en latin, ensuite c'est en anglais. Les premières œuvres de Descartes sont en latin, ensuite c'est en français. Et il y a des gens qui se sont promenés entre les langues comme ça avec une virtuosité extraordinaire. Un des plus grands que j'aime beaucoup, malgré ses aspects théologiques un peu étranges, qui est Leibniz, parce que c'était un immense logicien, parce que c'était un théoricien du langage extraordinaire, parce qu'il a eu la prémonition de ce qu'allait être l'étymologie, il était en avance sur beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, Leibniz écrivait indifféremment en allemand, en français ou en latin. C'était une habitude qu'il prenait. Et dans la communication scientifique de l'époque, le latin joue encore un rôle important, parce qu'évidemment, quand un Suédois écrit à un Italien, c'est quand même commode d'avoir une langue commune. On se retrouve un petit peu dans la situation de l'anglais aujourd'hui dans les institutions européennes. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour des raisons d'économie, de facilité et de commodité, d'une langue qui peut servir d'intermédiaire entre la langue X et la langue Y, qui sont parfois très éloignées et qui ne se comprennent pas l'une et l'autre. Et là, la multiplicité des langues aide une langue à servir de passage entre les deux. Mais à cette époque, en Europe, le français fait partie des quelques langues qui sont les langues de passage, précisément, entre les différentes connaissances en Europe. Et comme en même temps se développe une littérature extrêmement brillante, à côté de la littérature anglaise, avant la littérature allemande, et la littérature espagnole va devenir absolument essentielle au XVIIe siècle, mais pas avant, alors que le français comme l'anglais ont une tradition littéraire qui court sur quasiment 1000 ans, avec des modifications très profondes de la langue, mais avec une qualité qui va de Chaucer ou de Beowulf, l'épopée primitive des anglo-saxons, jusqu'à T.S. Eliot et la poésie contemporaine, et pour le français qui n'arrête pas entre la chanson de Roland et la poésie contemporaine. Donc, cet espace culturel occupé par une seule langue, à l'intérieur d'un univers où les gens communiquent dans de très nombreuses langues, précisément, et des dialectes, est un peu une prémonition. C'est-à-dire que la volonté politique d'un côté et la réalité esthétique de l'autre sont en avance sur la réalité sociale. Parce que la réalité sociale, il faut le temps. Et surtout dans ces époques reculées, où les choses évoluaient beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, il fallait du temps pour qu'une langue se développe et devienne parlée de manière courante. Et on ne se rend pas compte que jusqu'à la guerre de 1914, finalement, il n'y avait guère plus de 40%, peut-être moins, de francophones européens, j'inclus les Belges et les Suisses romands,
et tous ceux qui habitent la France actuelle qui parlaient français. En Savoie, par exemple, voisine de la Suisse et qui partageait des dialectes qu'on appelle franco-provençaux, c'est une très mauvaise désignation qui a été d'ailleurs inventée par un linguiste italien qui a très bien fait de l'inventer parce que ça correspond à un concept, mais il l'a mal nommé, mais c'est un autre problème. On peut avoir une bonne conceptualisation avec des désignations saugrenues, car ce franco-provençal n'est ni français ni provençal, ce qui est un petit peu ennuyeux quand on fait. Mais de même, je rappellerai que l'anglo-normand, qui est le dialecte normand du Moyen-Âge parlé en Angleterre et qui est responsable des plus grandes parties de la littérature française des XIIIe et XIVe siècles, en particulier les Laits de Marie de France, qui sont d'une beauté absolue, et qui est une grande poétesse dont on ne sait rien d'autre qu'elle s'appelait Marie et qu'elle était probablement une princesse, parce que sans ça on n'aurait pas dit de France, et qui a passé toute sa vie en Angleterre. Et à cette époque, l'Angleterre est la base de la littérature française la plus raffinée. Et en même temps, c'est un pays où les gens qui ont le pouvoir, les grands féodaux, parlent tous le dialecte normand. Alors la curiosité de la chose, et l'histoire nous rappelle comme ça que l'histoire des langues est faite de contradictions, de paradoxes extraordinaires, c'est que les fameux Normands, qui se sont installés en Normandie par un accord très compliqué, avaient passé quelques siècles, 3 ou 4, à ravager toutes les rivières d'Europe occidentale en les remontant, en pillant tout ce qui était pillable, en emportant quelques esclaves et en les ramenant au Danemark. Et les fameux Vikings. Mais quand les Vikings ont fini par trouver que ces expéditions étaient plus coûteuses, qu'elles rapportaient plus grand-chose, parce qu'il n'y avait plus rien à piller sur les bords de la Seine, ils sont remontés jusqu'à Paris, qu'ils ont failli investir, eh bien ils se sont installés et ils ont créé une espèce de colonie en Normandie. Et là, comme c'était une sorte de colonie masculine dans laquelle c'était des, comment on va dire, un peu comme les Varegs en Russie, c'était des guerriers commerçants. Commerçants quand ça les arrangeait, et quand ils n'avaient plus d'argent pour payer ce qu'ils prenaient, ils devenaient guerriers et ils prenaient les choses, et c'était des butins. Et ils se sont installés, ils se sont apaisés, ils sont devenus, ils n'ont pas cessé de savoir se battre, et ça a abouti à un monsieur qui s'appelait Guillaume, et qui ne savait plus la langue danoise originelle. Il a été obligé d'aller à Bayeux apprendre les quelques formules qui lui ont permis d'être sacré duc de Normandie. Et en tant que duc de Normandie, il est allé battre les Anglais à Hastings et installer la langue française en Angleterre pendant 4 siècles. Ce qui est un effet considérable, c'est l'effet papillon, parce que bon, au point de départ, c'est une petite expédition médiévale qui est racontée admirablement par la tapisserie de Bayeux, qui est à Bayeux effectivement, mais qui n'est pas une tapisserie, vous voyez comme la langue est trompeuse, qui est une tenture brodée, c'est une broderie, et en réalité il faudrait l'appeler la broderie de la reine Mathilde, quand on connaît son auteur qui est la reine Mathilde. C'est une œuvre d'une qualité esthétique considérable et d'une importance historique extraordinaire, parce qu'on y voit les combats, on y voit les expéditions, on y voit les bateaux, et on y voit l'installation des ducs de Normandie et de leurs féodaux en Angleterre, où ils ont installé la présence du français. Alors vous me direz que c'est un exemple justement d'échec, parce qu'on ne parle plus français en Angleterre, on parle même plus français à Jersey, où on a parlé encore un peu plus longtemps, le dialecte normand justement, mais en réalité c'est plus compliqué que ça, parce que à cause de cette expédition, à cause des 3 siècles où les riches, les puissants et tous ceux qui faisaient la vie économique et politique de l'Angleterre, ou au moins de la moitié sud de l'Angleterre, parlaient français, l'anglais a complètement changé de nature. C'est-à-dire que d'une langue germanique, complètement germanique, c'est devenu un étrange mélange avec une syntaxe germanique, des mots essentiels de la langue courante germanique, mais tout le vocabulaire des connaissances, tout le vocabulaire de la culture, tout le vocabulaire de l'organisation sociale, tout le vocabulaire du savoir est latino-français.
Donc, si le français, je l'ai dit au début, est la langue la plus germanique des langues romanes, l'anglais est sans contexte la langue germanique la plus romane des langues germaniques. Et ça fait que, loin de faire disparaître l'anglais, ce qu'on nous dit à propos du français en disant, vous voyez, il y a tellement d'anglicisme en français que ça va devenir un jargon, un franglais épouvantable qui va disparaître, moi je constate historiquement que quand l'anglais a été pénétré par le vocabulaire, je vais dire latino-français, parce que certains mots venaient directement du latin, étaient empruntés au latin, mais beaucoup étaient passés par les Normands, parce qu'ils avaient été employés en Angleterre. Et le paradoxe veut que c'est au moment où le français a cessé d'être parlé en Angleterre que l'anglais s'est francisé. Parce que tout ce qui était exprimé en français, il a bien fallu l'exprimer en anglais. L'organisation sociale, l'organisation politique, les débuts du parlementarisme, la façon de vivre quotidiennement. Et Walter Scott, dans ses récits, raconte très bien ça, en expliquant que tout ce qui était humble, modeste, rural, était saxon, mais que tout ce qui était chic, agréable et prétentieux était français. Le résultat, c'est que on dit oxen au pluriel, quand il s'agit de l'animal que nous appelons le bœuf, et le plus souvent la vache d'ailleurs, sans regarder de très près, surtout chez les bouchers, pour la consommation, s'appelait ox, mais quand il arrivait dans l'assiette, il s'appelait beef, ce qui veut dire quelque chose. Même chose pour le veau, calf veal, même chose pour le mouton, qui est sheep d'un côté, sheep, pardon, il faut allonger sans ça c'est un bateau, hein, c'est grave. Sheep versus mutton, c'est mutton shop, c'est pas sheep shop. et donc, on a deux vocabulaires pour les mêmes réalités, suivant la façon dont on les envisage. Si on les envisage populairement, ruralement, c'est du saxon. Si on les envisage dans la consommation, c'est-à-dire dans l'agrément et dans une organisation qui est plus évoluée et plus urbanisée, c'est quelque chose qui vient du français. Et ce phénomène lexical est tellement considérable qu'une très grande partie des anglicismes en français sont en réalité des mots français qui sont passés de l'autre côté. Le mot sport, qui a donné le sport, n'est autre que le déport, des sports si je prononce le S, mais il ne faut pas le prononcer, qui est un mot très important au Moyen-Âge et qui veut dire la distraction physique, la distraction par l'usage du corps. Donc ça peut être la marche, ça peut être la chasse, ça peut être une quantité de choses qui étaient des distractions, et ces distractions étaient des déports. On se déportait, ça voulait dire qu'on sortait de l'habitude quotidienne, de l'ennui du travail pour faire quelque chose qui était plus libre et plus agréable. Et ce déport, prononcé à l'anglaise et un petit peu coupé, est devenu le sport, dont chacun sait que Churchill disait que le secret de sa longévité était no sport, mais je crois que médicalement il exagérait beaucoup, parce que remplacer le sport par d'énormes cigares n'a jamais été quelque chose de très souhaitable. Bon, en tous les cas, voilà, le sport est un mot français, finalement. Mais bien d'autres choses. Le tennis, tout le monde sait que c'est le lawn tennis. Bon, le lawn tennis, qu'est-ce que c'est? Ce tennis, c'est la façon que les Anglais avaient de prononcer au jeu de paume le lancer de la balle, qui se disait en français « tenez », et qui voulait dire « je vais vous lancer la balle ». Et prononcé à l'anglaise, ça donne « tennis ». Et avec un changement de règle et le changement de nature des raquettes, etc., la longue paume devient le tennis. Bon, voilà deux exemples, mais il y en aurait des choses considérables. Il y en a un qui est charmant, c'est le budget. Budget est un mot emprunté à l'anglais « budget ». Budget est très rapidement le trésor royal, et le trésor royal suppose finalement des activités bancaires infinies, donc ça débouche sur des réalités très compliquées, et en réalité c'est un mot français, d'ancien français, d'origine germanique d'ailleurs, mais francique, qui était la bouge. La bouge était un sac de cuir, et le petit sac de cuir, la bougette, prononcé à l'anglaise, ça donne budget. Et voilà encore un exemple de ces allers-retours. Il y en a un aussi qui me plaît bien, qui est la tonnelle,
qui, prononcé à l'anglaise dans la construction des chemins de fer qui commençaient, devient le tunnel. Et le tunnel devient le tunnel en français, et personne ne s'est avisé qu'il aurait suffi de l'appeler la tonnelle et qu'on serait revenu au mot français, mais on n'a pas assez d'imagination ni de savoir pour faire ce genre d'exercice. Donc en fait, il faut se méfier des emprunts parce que très souvent, c'est un... Et alors il y a un énorme ping-pong au-dessus de la Manche, comme ça, un ping-pong de mots qui a duré des siècles et qui fait qu'il y a des échanges constants et que si on envisage la totalité des emprunts au français en anglais, on s'aperçoit que malgré l'informatique, malgré les sports, on arrivera très difficilement à égaler la quantité de mots anglais en français par rapport aux anglais qui ont des mots français. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir un dictionnaire. Alors évidemment, c'est caché parce que ce sont presque toujours des faux amis. C'est-à-dire que le mot anglais a pris un sens, et très souvent, le mot anglais, ce qui est peut-être un caractère propre aux nations, le mot anglais a conservé le sens initial du latin, du mot français original. Il a moins évolué que le mot français, ce qui fait que le mot français n'a plus du tout le même sens. Et qu'en anglais, par exemple, ce qui est dramatique, et en français spectaculaire simplement, et pas du tout dramatique. Donc pour le traducteur, ça, ils savent très bien ça, mais ça fait partie, je veux dire que c'est plus trompeur encore que quand les mots ne se ressemblent pas, parce qu'il y a ces croisements extraordinaires. Et je ne pense pas qu'il soit facile de trouver deux langues qui aient eu autant de compromissions réciproques en matière de mots que l'anglais et le français, parce que ça dure depuis des siècles. Ça continue, c'est caché par la prononciation très souvent, parce que voilà. Et ce que les Anglais ont fait à notre bougette en la faisant devenir budget, les Français l'ont fait au rugby, de la ville de Rugby. Allez à Montpellier où c'est très pratiqué, vous n'entendrez pas rugby, vous entendrez le rugby avec un R roulé, et ça sera pourtant apparemment le même mot. S'il n'y avait pas l'orthographe, on ne le reconnaîtrait pas du tout et ça aurait divergé complètement. Donc là, autre thème qui me paraît fondamental, qui est très difficile de parler d'une langue si on ne fait pas une différence considérable entre la langue écrite et la langue parlée. Parce qu'en réalité, nous vivons toujours sur deux systèmes, et ces deux systèmes qui apparemment sont les mêmes, en réalité, ils répondent à des règles extrêmement différentes. Et en ce moment, on assiste à un brouillage considérable parce que beaucoup de français parlé est en réalité du français écrit qui est prononcé. À la télévision, la plupart des présentateurs ont ce qu'on appelle en français de France, je ne sais pas si ça se dit en Suisse aussi, un prompteur, c'est-à-dire un système dans lequel on voit défiler. Je l'ai subi moi-même, c'est très désagréable parce que on lit quelque chose dont on ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on n'en voit qu'un tout petit bout. Et donc les incertitudes de prononciation, surtout ne soyez pas trop méchants à l'égard des présentateurs de télévision parce que c'est un travail infernal. Je veux dire que si on ne connaît pas le texte à l'avance au complet, on commence à le prononcer et on est obligé de faire des coupes de mots extravagantes, de faire comme si la phrase était finie alors qu'elle continue, et l'auditeur dit mais ces gens-là ne savent pas le français, ils ont un rythme épouvantable, jamais ils ne passeraient un examen élémentaire de prononciation ou de dramaturgie ou de théâtre, mais réellement le sort qu'on leur fait est épouvantable. Alors évidemment, vous me direz que s'ils étaient capables d'improviser, le problème serait réglé. Bon, ça n'est pas le cas, et c'est bien normal, parce que les nouvelles sont les nouvelles, que les dépêches de presse tombent avec des noms propres que personne ne sait prononcer si on ne vous l'a pas dit à l'avance, qui viennent de tous les pays du monde, et c'est un travail infernal. Mais toujours est-il que c'est de l'écrit qui est parlé. Alors que, et à la radio, j'ai été absolument frappé, j'ai quand même fait 13 ans de radio, et le nombre de mots qui étaient prononcés sans être écrits était infime. À part les invités, qui généralement s'expriment sans lire un texte, ça arrive aussi, mais les professionnels de la radio lisent presque tout. Les nouvelles, absolument complètement, mais même des interventions, même les questions posées sont très souvent lues. Ce qui explique en grande partie la maladresse de la diction, les mauvaises coupes et ce rythme infernal
qui est celui des langues parlées dans les médias. Et ceci est vrai en anglais comme en français, et ça débouche sur cette langue artificielle qui est le français publicitaire ou l'anglais publicitaire, qui ne ressemble strictement à rien. Personne n'a jamais parlé comme ça, sauf dans les publicités. Mais ça doit être la spécificité de la publicité, c'est donc presque une valeur supplémentaire, une valeur ajoutée. Donc je dirais que le jeu entre l'écrit et l'oral est quelque chose qu'il faut toujours envisager, de même qu'on ne peut pas parler de la littérature médiévale si on la voit comme quelque chose d'écrit. Vous imaginez bien que la chanson de Roland était apprise par cœur, donc avec des erreurs, des interpolations, des changements, des adaptations suivant l'auditeur, qui étaient souvent... quand l'auditeur, il fallait lui raconter l'épopée, ça voulait dire qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et les grands féodaux ne savaient pas lire et écrire. Ceux qui savaient lire et écrire, c'était les clercs. Et ceux-là pouvaient noter ces textes-là, ce qui fait que ce que nous avons pour le Moyen-Âge, en français comme en anglais, ce sont quasiment des partitions. Ce sont des choses qui sont notées par écrit, mais qui étaient destinées à être produites à l'oral. Et la poésie lyrique est orale entièrement. Et elle va devenir écrite après, secondairement. Mais la langue écrite, c'est quelque chose de nécessaire, parce que les langues qui n'ont pas d'écriture sont infériorisées au point de vue sociologique de manière définitive par rapport aux langues écrites. Et parmi les langues qui disparaissent, remarquez, ce sont des langues qui ne sont pas écrites. Les langues amérindiennes, les langues africaines, les langues de Nouvelle-Guinée, les langues autochtones d'Australie, il en est disparu des centaines, et ce sont des langues qui ne sont pas écrites. Et des langues beaucoup plus connues culturellement, et je reviens au début de ce que je disais, le gaulois. Le gaulois est une langue qui était très rarement écrite. D'ailleurs, c'est ça le drame des spécialistes, des celtisans qui s'occupent du gaulois, c'est que quand on découvre une inscription de 4 lignes, mais c'est la joie. Toute la communauté des spécialistes du gaulois se réunit et fait une danse autour de l'inscription, parce qu'on va avoir 2 verbes en plus, un temps du verbe, une construction qu'on n'avait pas vue avant, et ça va changer la connaissance du mot. Et malgré ça, ils sont tellement valeureux, ces gens-là, qu'ils ont produit un dictionnaire du gaulois qui n'est pas complet, bien entendu, mais qui est quand même avec des mots fondamentaux qui sont tirés de racines, qui viennent de noms propres, qui viennent des quelques mots venant du gaulois qu'on a repérés en français et de ces inscriptions. Mais ces inscriptions sont épouvantablement décevantes parce que ça va être Dominatus a fait ce vase, puis c'est tout. Parce qu'on a des quantités, des millions de vases gaulois avec une petite légende qui est en caractère grec le plus souvent et qui est parfois en gaulois. Ou bien cet objet est dédié au dieu Teutacus. Bon, voilà, ça c'est... Une fois qu'on sait ça, on n'en sait pas beaucoup plus qu'avec Astérix. Et ça, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Mais malgré tout, voilà une langue qui était une langue poétique, parce qu'il y avait une poésie, mais elle était strictement orale et religieuse. Et la grande responsabilité de la mort du Gaulois, à mon avis, mais je ne suis pas le seul, c'est ces fameux druides qui, au lieu de cueillir tranquillement le gui, comme on prétend qu'ils le faisaient, passaient leur temps à empêcher leurs concitoyens d'avoir accès aux connaissances, qui étaient des connaissances réservées, des connaissances ésotériques, et qui donc étaient réservées à la classe des druides. Et comme toutes ces connaissances ne devaient pas être diffusées, elles étaient orales. Donc l'écriture était bloquée. Or, ils avaient 2 écritures à leur disposition, la latine et la grecque. Ils s'en sont servis des 2, mais pour, comme je disais tout à l'heure, quelques dédicaces religieuses et beaucoup de techniques, beaucoup on va dire, des sortes de publicités, un petit peu, maintenant, publicité de marque comme ça. Et j'en ai donné dans le petit livre que j'ai fait pour Gallimard, parce que j'ai eu les iconographes m'ont trouvé des exemples. C'est assez étonnant, parce qu'on peut lire ça, si on sait lire les caractères grecs, mais ça donne des résultats très très faibles, et il faut être vraiment un linguiste chevronné pour aller trouver le verbe être dans un coin qui est absolument nécessaire pour décrire la langue. Hein, voilà. Donc, langue orale, langue en danger. Surtout dans un monde où l'écriture devient essentielle. Et évidemment, quand vous comparez le statut du Gaulois au statut du Romain, qui arrive avec une littérature, qui arrive avec une technologie, qui arrive avec une architecture et des inscriptions multiples
qui arrive avec un passé glorieux historique, avec une poésie écrite, etc., ça cède immédiatement. Et ça, on s'en aperçoit dans les premières villes gauloises romanisées, la première étant Lyon et la deuxième Autun, Augusto Dunum. Alors, Augusto Dunum, Augustus, c'est l'Auguste, c'est-à-dire l'empereur romain, et Dunum, c'est un mot gaulois, c'est la place forte, c'est l'endroit fortifié. Et bon, ça fait partie des rares mots qui sont passés, qui sont souvent sous une forme romaine. Et le peu que nous savons sur les Gaulois vient des Romains, notamment César, bien sûr lui-même, et puis ensuite Tacite, qui en parle beaucoup. Et les Gaulois avaient une sacrée réputation à Rome, parce qu'ils étaient considérés comme des drôles de gaillards, dangereux, imprévisibles, belliqueux, enfin, etc. Bon. Et tout ça donne des résultats assez étranges. C'est que sur ce territoire gaulois, la langue va être abandonnée purement et simplement, progressivement. Et on voit justement à Autun, ça a été étudié de très très près, les noms gaulois, bon, on connaît Vercingétorix, Rix c'est le chef, c'est la même racine que Rex latin. Et il y a une chose qui sauve un petit peu le gaulois, c'est que c'est une langue qui n'est pas très éloignée du latin. Qui fait partie des langues indo-européennes de cette partie de l'Europe, les Celtes venaient d'Autriche-Hongrie à peu près. Et ils se sont répandus vers l'ouest et puis après vers le nord. Et maintenant on parle celte en Bretagne, mais à part quelques nationalistes acharnés qui voudraient absolument que ça soit la continuation du gaulois, tout le monde sait que le breton est le fils du gallois qui vient du pays de Galles, parce que les Gallois, repoussés par les Anglais, se sont embarqués sur leur petit bateau. Et qu'est-ce qu'ils ont rencontré en premier en descendant vers le sud? L'Armorique, qui était vide. Ils se sont installés, donc pas de conflit, pas de guerre, et ils se sont installés avec leur langue naturelle, et c'est devenu très rapidement le breton. Après, il est arrivé au breton des quantités de choses, et malheureusement, au XVIIIe, XIXe siècle, je dis malheureusement parce que la perte d'une langue ou le recul d'une langue considérable est toujours un malheur, parce que la mentalité bretonne existe, parce que les références culturelles existent, et que la perte du breton est un vrai malheur. Normalement, c'est un pays qui devrait être bilingue. Alors, il essaye de le redevenir, mais c'est très artificiel. On met quand on va en vacances en Bretagne, on voit ça, les noms bretons sont restitués sur les plaques touristiques, mais ça va pas très loin. Bon. Et malheureusement, beaucoup de langues alors là, le breton était écrit. Il y a une littérature à partir du XVe siècle, mais il l'était quand même moins que le français. Il était moins puissant que le français, et surtout, il y a eu l'école. Et ça, l'école est un réglage définitif. Quand on décide d'apprendre aux enfants dans un lieu une langue, la langue qui précédait recule considérablement. C'est le cas de presque tous les dialectes, parce qu'on ne les enseigne pas. Il y a des langues qui ne sont pas enseignées et qui résistent. Le cas le plus spectaculaire, c'est le créole. Parce que le créole, dans tous les pays où on est créolophone, résiste parfaitement. Et à la maison, on ne parle que créole. Même si on sait le français ou l'anglais ou l'espagnol, s'il s'agit d'un créole espagnol. Donc le rapport entre la langue écrite et la langue parlée est quelque chose de fondamental. Et pour le français, il y a eu un phénomène qu'on ne voit pas très bien, et dont on ne voit pas très bien les effets, mais qui est considérable, qui est l'apparition d'Internet. Car l'apparition d'Internet est arrivée à une époque où précisément on disait on arrive dans une civilisation de l'oralité. On ne s'écrit plus, on se téléphone. On est dans un monde d'images avec de l'oral, cinéma, télévision, etc. Je viens de dire que c'est un monde fictif dans lequel l'oral est en fait de l'écrit qui a été parlé, c'est autre chose, comme au théâtre d'ailleurs. Et on se disait, il y a quand même une évolution qui fait que l'oralité va prendre le dessus et que l'écriture va reculer. On saura de moins en moins lire, on saura de moins en moins écrire. Arrive Internet, et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les procédés de la langue parlée spontanée se mettent à se déverser par écriture. Et le résultat, évidemment, vu du point de vue des puristes, c'est un très mauvais français, par rapport au français de l'école ou au français littéraire.
Mais par rapport à une observation sociologique générale, c'est la réapparition du français écrit. Alors, il a d'autres caractéristiques. Cela dit, il y a des blogs, comme celui de Pierre Assouline, que je lis fréquemment, qui sont écrits dans un français parfait. Je ne vois pas pourquoi Assouline, cessant d'écrire dans des revues pour écrire sur un blog, se mettrait à écrire du mauvais français. Il a toujours le même français. Donc, si un grand écrivain a un blog, il va être écrit dans la langue du grand écrivain. Donc, de toute façon, ce qu'on va retrouver dans l'écrit, ce sont tous les strates et toutes les variétés de la langue spontanée parlée. Et ceci est un phénomène assez nouveau, parce que autrefois l'écriture était complètement cadrée par l'institution. Et cette institution, c'est l'imprimerie. Donc là, on voit réapparaître le fantôme de notre ami Robert Estienne avec le premier dictionnaire français, car c'est vrai que non seulement son dictionnaire français-latin est le premier dictionnaire dans lequel il y a une description complète de la langue française et qui va vers le latin, ça succède à un dictionnaire latin-français, mais en plus l'un et l'autre s'appellent dictionarium, et c'est le premier emploi du mot en Europe occidentale. Et très curieusement, ça c'est une parenthèse, mais qui moi me touche beaucoup, le mot encyclopédie et le mot dictionnaire apparaissent au même moment, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, donc à l'époque où Robert Estienne se réfugie à Genève, à l'époque où Calvin passe du latin au français dans les institutions. Réellement, cette époque est une curieuse époque dans laquelle il se passe beaucoup de choses dans la répartition entre les langues et dans la répartition entre les idéologies. Je crois que nous devons beaucoup au XVIe siècle, et je dirais que la francophonie, dans cette affaire, doit beaucoup à Genève. Je ne dis pas ça par platitude, je dis ça parce que ça m'a toujours paru très important de voir que beaucoup de phénomènes fondamentaux de l'histoire du français s'étaient passés aux marges de la langue française et pas au centre. À l'époque précise de la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, au contraire, à Paris, la cour parlait presque plus souvent italien que français. Marie de Médicis, Mazarin, ce sont des gens qui spontanément s'expriment en italien. Et les rapports entre l'italien et le français ne sont pas très clairs. Et il y a une volonté du pouvoir venant d'Italie de se franciser, puisque Marie de Médicis fait éduquer son fils, qui va être le petit Louis XIII, en français. Et que nous avons la chance, par un hasard extraordinaire, qu'un médecin ait suivi l'éducation de l'enfant et nous ait donné les transcriptions très fidèles de sa manière de parler de l'âge de 5-6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est très extraordinaire parce qu'on a la révélation non seulement de la manière de parler des enfants au début du XVIIe siècle, qui font les mêmes fautes qu'aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, mais en même temps, on voit que les manières de parler des adultes étaient très souvent beaucoup plus éloignées de notre parler d'adulte que le parler de l'enfant. Par exemple, tous les R des infinitifs étaient prononcés. Quand on ne les prononçait pas, c'était vraiment une faute de bébé. Si j'ai chanté et non pas chanter, c'était une faute de bébé. Alors, les Français actuels sont dans l'état du français du petit Louis XIII à 7 ans. C'est une constatation étrange, un peu paradoxale, un peu fictive, mais quand même, ça fait réfléchir. Et donc, grâce à ça, nous voyons en particulier que le passage du pouvoir, parce qu'après Louis XIII, c'est Louis XIV, là, c'est la suppression de la langue italienne. Comme il y a eu la suppression du latin auparavant, la langue italienne qui a eu une place, mais au XVIe siècle, considérable en français. Savez-vous qu'à Lyon, on est à peu près sûr maintenant, parce qu'il y a eu des travaux historiques assez précis, que plus de 15% de la population, parmi les gens riches, parmi les gens qui étaient dans le commerce de la soie ou de la banque, par exemple, qui venaient de Lombardie, entre eux parlaient italien. C'était la langue seconde qui était parlée, je dirais, après le dialecte franco-provençal lyonnais. Et le français venait en troisième position seulement. Et ça, ce sont des choses qu'on a complètement oubliées. Un sociologue américain a fait un travail énorme sur la disparition des patois et dialectes en France. Mais il aurait pu faire la même chose en Belgique, avec le wallon, qui a résisté un peu plus longtemps, mais qui quand même a terriblement reculé, et avec le statut actuel des dialectes franco-provençaux de Suisse romande,
qui existent toujours en milieu rural, mais qui naturellement, comme partout ailleurs, sont en recul par rapport au français central, avec des stades intermédiaires qui sont des français régionaux, plus ou moins marqués par les dialectes, ce qui fait que c'est très difficile à décrire, parce que, comme toujours, il n'y a pas d'opposition nette et franche, c'est-à-dire que, bon, on sait si on parle français ou si on parle anglais, et encore, il y a des moments où on ne sait plus très bien, mais on peut très difficilement dire. Je vous raconte une histoire personnelle. Je suis en Guadeloupe, je suis dans un village et les gens me parlent en créole. Je déchiffre vaguement le créole, mais alors à l'oral je ne comprends rien du tout. Bon. Donc je manifeste que je ne comprends pas, ils voient que je ne parle que français, ils voient que je ne suis pas guadeloupéen, et ils me disent « Ah, je comprends, on va chercher un type qui parle très bien français. » Arrive le type qui parle très bien français, c'est un monsieur très digne, et il commence à me parler, et pour lui c'était du français, et pour ses amis créolophones c'était du français, et pour moi c'était du créole. Je ne comprenais guère plus que les autres, de temps en temps un petit peu plus, et lui était totalement persuadé qu'il parlait français. Et il parlait français, mais il parlait un français fortement créolisé. Et les hommes politiques à Haïti, par exemple, jouent très très bien de cette corde-là. Ça fait partie du vocabulaire politique. Si on s'adresse à une certaine partie de la population, on parle franchement créole. Si on veut les impressionner, on parle un français, mais créolisé pour qu'ils le comprennent. Si on s'adresse à la partie francophone de la population, pour montrer qu'on est aussi cultivé qu'eux, on parle un français. Mais pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on parle un français qui est d'ailleurs, on le créolise suffisamment. Et comme ce sont des gens qui sont capables de parler et d'écrire un français qui n'est absolument pas marqué, on voit que c'est un jeu qui est maîtrisable. Ça fait partie des rhétoriques. Et ceci est vrai, sans être aussi conscient, entre les dialectes et la langue. On connaît ça en Afrique très bien, entre la langue véhiculaire et la langue maternelle. Et le problème très grave, c'est que à mesure que les langues véhiculaires, comme le swahili par exemple, qui sont des langues en partie artificielles, comme le malais d'Indonésie, qui est devenu la langue officielle de l'Indonésie, ce sont des langues qui ont des caractéristiques un peu semblables à celles que Dante a créées à partir des dialectes toscans. Donc elles sont unifiées, elles sont de bonne communication, elles fonctionnent nationalement et même transnationalement parfois, mais en même temps, elles sont de nature à éliminer les langues plus rurales, plus petites, parlées par moins de gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle et au XVIIe siècle en France, par exemple, dans le sud de la France. On sait par exemple que quand Molière faisait des tournées de théâtre dans les pays occitans, il était obligé de recourir à du burlesque, à de la commedia dell'arte et à de la gesticulation parce que les gens ne comprenaient rien au français et que lui ne parlait pas occitan. On a des histoires extraordinaires. J'ai l'histoire de Racine qui descend de Paris jusqu'à Valence, ça se passe très bien, mais quand il dépasse Valence, il va dans une auberge et il demande un pot de chambre, impossible de se faire comprendre. Alors que fait-il, Racine, qui connaissait très bien l'italien, il parle italien. À ce moment-là, tout le monde le comprend. Et on lui donne ce qu'il requérait. Donc ça manifeste en même temps que dans le sud de la France, à ce moment-là, on pouvait se débrouiller avec une langue romane, l'italien, peut-être ailleurs, disons à Montpellier, l'espagnol, mais pas avec le français, qui est encore une fois la langue plus germanique que les autres langues romanes, et qui donc était pour eux la construction des verbes, la sonorité, la phonétique, quelque chose qui n'était pas compris du tout. Donc il y a eu un chemin considérable à faire, et ce chemin a été pratiqué entre le XVIe siècle et le XXe siècle, avec une étape considérable qui a été la guerre de 14-18, où les hommes se sont retrouvés dans les tranchées, et où il y a eu ce phénomène extraordinaire qu'il y a eu une langue des hommes qui était francisée de force, parce que ceux qui ne parlaient que patois, il fallait bien qu'ils apprennent le français des officiers, sinon ils ne comprenaient pas les ordres, ça pouvait avoir des effets définitifs. Et d'un autre côté, les femmes qui, restant dans les régions, continuaient à parler les dialectes et les patois. Donc il y a eu, après, entre 1918 et 1925, un réglage très compliqué qui a complètement échappé à l'observation.
Et on sait que ça s'est passé comme ça, mais on ne sait pas comment, parce que personne s'est occupé de... Par contre, on sait très bien comment le français s'est répandu dans des pays comme la Bretagne, etc., avec les préfets qui se plaignent que leurs administrés ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Il y a des récits de Flaubert qui sont extraordinaires, où il se promène dans la campagne avec son ami Gustave Ducamp, et où il dit on n'a rencontré personne pour nous répondre, pour nous donner le chemin pendant toute une journée. Donc, une espèce de constatation qui est ces gens-là sont à peine des êtres humains. Regardez, ils ne sont même pas capables de vous dire Loudéac est par là ou Paimpol. Bon, dramatique. Et pourtant, Flaubert était normand, c'est pas bien loin, il aurait quand même pu s'aviser qu'on avait le droit de parler breton et de ne pas parler français. Quand Pierre Jacques-Elias, qui a écrit son livre à la fois en breton et en français, raconte ses débuts dans la commune de Bretagne où il habitait, personne ne savait le français. Et il y avait une dame qui vendait de la mercerie et qui n'était pas bretonne et qui parlait un très mauvais breton, et c'était elle qui était minorisée et qui était moquée parce qu'elle avait un breton ridicule. Et les autres ne savaient pas le français, ça n'en préoccupait pas. C'est au moment où arrive un certain nombre de gens qui font le va-et-vient avec les grandes villes que les jeunes bretonnants s'aperçoivent que c'est grave de ne pas parler le français et qu'il va falloir passer d'une langue à l'autre. Alors ce qui s'est passé en Bretagne en 1920 se passe en Afrique actuellement. C'est à peu près la même situation qui se passe, avec des possibilités de transfert d'une langue à l'autre, de mélange des langues, de difficultés considérables. Et là, on a l'impression que la langue française est exposée à toutes ces situations-là. L'anglais, c'est encore pire, bien entendu, parce que l'anglais des Indes est en train de devenir une langue. D'ailleurs, dans la littérature linguistique anglaise, on ne dit plus Indian English, on dit English, avec un i au début, qui veut dire Indian English, c'est un mot valise. Mais ça veut dire qu'on commence à percevoir la langue à cause de problèmes phonétiques, qui est une langue courante, parce que à cause de la multiplicité, il y a 17 langues nationales aux Indes. Les langues dravidiennes, qui ne sont pas du tout de la même famille que le hindi et que les langues du Nord, détestent l'emprise du hindi et préfèrent l'anglais. Dans les universités tamoules ou malayalam, on va préférer la langue anglaise pour des cours de sciences, par exemple, à la langue hindi, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques. Donc, à la fois, c'est une langue, l'anglais, ce type d'anglais qui est spontané, qui est parlé, qui est maîtrisé, qui est réellement un outil de communication, et en même temps, c'est quelque chose qui s'éloigne de l'anglais d'Angleterre ou des États-Unis suffisamment pour être perçu comme une entité particulière. On a un petit peu le même phénomène entre le portugais du Brésil et le portugais d'Europe, qui sont devenus... J'étais à un colloque de linguistique. Alors quand on parlait linguistique, tout le monde s'entendait, et quand on parlait de la vie quotidienne ou d'aller bouffer au restaurant, on ne s'entendait plus du tout. On ne savait plus du tout entre les gens de Lisbonne et les gens de Rio ou de Brasilia ou de São Paulo. Donc voilà, le français est dans une situation très différente, parce que, à part en Afrique où il y a quelques langues hybrides comme ça, mais qui sont de la nécessité absolue, parce que des jeunes qui viennent de différents endroits ont 40 langues différentes, il va bien falloir qu'ils aient une langue commune, donc ça ne peut pas être une langue africaine, puisqu'il n'y a pas de langue véhiculaire suffisamment puissante, donc ça va être le français, mais un français qui a une drôle d'allure. Donc vous voyez que le problème de l'échange des langues et que ce genre de problèmes sont beaucoup plus fondamentaux et graves que le fait des jeunes qui parlent un peu verlan ou qui mettent un petit peu ou d'anglais ou d'arabe ou de prononciation influencée par le créole dans le français standard du centre. Voilà un petit peu un tableau qui est destiné à montrer que la complexité des choses n'est pas forcément un constat d'impuissance, de chaos et d'insuffisance pour une langue. C'est simplement la vie d'une langue qui est parlée sur les 5 continents, qui recule de manière très forte dans certains endroits, notamment en Asie, qui peut avancer dans certains endroits, comme à l'île Maurice, qui peut être choisi par des gens qui sont d'origine chinoise, afghane. J'ai rencontré récemment le dernier prix Goncourt français, qui est arrivé en France il y a 4 ans,
muni d'une connaissance scolaire du français acquise à Kaboul, et qui m'a dit, et ça je finirai là-dessus parce que le narcissisme est toujours nécessaire pour être en bonne santé, qui m'a dit que s'il n'avait pas eu le petit Robert, il n'aurait probablement pas écrit son roman qui a eu le prix Goncourt en langue française. Donc, on va passer à la période des questions et il est prévu donc un certain nombre de micros, je crois baladeurs on peut le dire, et donc si les gens veulent bien utiliser ces micros, on m'a dit qu'un certain nombre de personnes, oui ben je les vois tenant le micro à la main et il y a déjà une question mais le micro n'est pas forcément près de la question. Ben, puisque vous n'êtes pas loin de monsieur, on donne la parole. Oui, je vous remercie. Donc, j'ai énormément apprécié cette conférence. Et la question est toute simple. Est-ce qu'on peut obtenir une cassette ou un CD de cette conférence? Et où, s'il vous plaît? Merci. Je pense que la conférence doit être diffusée en direct sur le site internet de l'université, d'après ce que j'avais compris, et par conséquent, j'imagine qu'elle est mémorisée et donc accessible pendant quelques jours en faisant des clics appropriés, on va dire. Donc je vous rassure par rapport à cette préoccupation. Mais alors c'est dramatique parce que moi qui croyais être dans l'oral absolu, je vois que je suis dans l'oral écrit. Donc on n'y échappe pas. Alors, une autre question, monsieur. Bon voilà, très bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, monsieur Alain Ray, pour votre discours et vous demander en 2 mots ce que vous pensez du suisse-allemand, qui n'est pas vraiment une langue écrite. C'est une question terrible parce que j'ai pas assez de connaissances pour répondre en connaissance de cause. J'ai beaucoup d'amis suisses, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter sur les rapports entre l'allemand et les différents dialectes alémaniques. J'ai notamment, je le rappelais tout à l'heure dans les conversations privées, un excellent ami qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui est un des plus grands étymologistes de la langue française, qui s'appelait Kurt Baldinger et qui était balois et qui m'a toujours dit, alors qu'il était recteur de l'université de Heidelberg, qui n'est pas la pire université allemande, je ne sais pas quel est son statut dans les classements, mais c'est pas trop mal quand même, j'ai l'impression, me disait que quand il était à la maison, jamais il ne prononçait un mot d'allemand. Il ne parlait que balois. Voilà un exemple particulier. Et son maître, qui était Walter von Wartburg, qui est l'auteur du grand dictionnaire étymologique du français et des dialectes gallo-romains, a été écrit en très grande partie en allemand parce que Walter von Wartburg considérait, alors qu'il parlait très bien français, que son français n'était pas très sûr, qu'il était moins à l'aise pour écrire qu'en allemand. Mais heureusement, pour les lecteurs, il n'a pas écrit le dictionnaire, l'étymologie de Wartburg, en balois, ce qui aurait posé un certain nombre de déchiffrages à l'étranger. Et cela dit, bon, j'en profite pour rendre un hommage à un ami disparu qui était très cher et qui était d'origine genevoise, qui est Paul Zumthor, dont j'ai appris avec grand plaisir que le fils venait d'avoir un prix d'architecture considérable. Et Paul Zumthor, qui était un grand ami, un des grands médiévistes de la langue française, et médiéviste tout court, a contribué, et c'était le seul à qui Walter von Wartburg avait donné l'autorisation d'écrire ses articles en français. Ce qui est donc, toutes les étymologies traitées par Paul Zumthor sont écrites en langue française dans un dictionnaire qui est majoritairement en langue allemande.
Voilà les échanges. Mais ils n'ont pas écrit ni les uns ni les autres en dialecte. Je sais simplement que ça, c'était des amis de l'université de Zurich qui me l'avaient dit, que les cours délivrés en zurichois en matière de gestion et d'économie avaient, à une certaine époque, mais je ne suis peut-être plus dans le coup parce que les choses peuvent évoluer très vite, augmenté par rapport aux cours en allemand standard. Donc les rapports entre les dialectes en suisse alémanique et l'allemand standard sont les rapports classiques entre les langues spontanées, qui sont parfois notées, mais qui sont fondamentalement des langues orales, avec la langue de référence écrite, standardisée, qu'est l'allemand d'origine luthérienne, je le rappelle. Une autre question, Monsieur. si le micro... Il y en a au fond, alors, puisqu'il y a un micro, madame. Attendez, monsieur, pardon, monsieur, il y a quelqu'un qui a le micro au fond. Le micro vient à vous pour la prochaine question. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, moi, ça concerne l'espéranto, cette langue qu'on a essayé de faire universelle et dont on n'en a plus entendu parler. J'aimerais savoir des explications. On en entend parler, vous savez, l'espéranto, évidemment, n'a pas l'impact que son créateur, monsieur Zamenhof, avait espéré, mais ça reste une référence pour beaucoup de gens de très bonne volonté qui voudraient avoir une langue internationale. Cela dit, moi j'avais deux réserves. La première réserve, c'est que l'espéranto était fabriqué avec des racines qui étaient à 90% des langues romanes, que donc pour des locuteurs de langue germanique, c'était déjà pas si facile que ça, et évidemment pour des locuteurs de langue ailleurs dans le monde, c'était pas une langue d'accès facile, et que donc son caractère international était quand même partiel, c'était quand même une langue à base d'Europe occidentale. Et d'autre part, c'est une langue logique, c'est une langue donc fortement appauvrie au point de vue sémantique par rapport aux langues naturelles, parce que les langues naturelles, elles sont en partie incohérentes pour des raisons historiques, mais on ne peut pas simuler cette complexité, cette incohérence, cette richesse, ces contradictions, et en même temps ces possibilités expressives à peu près infinies que sont celles des langues naturelles. Et en plus, une langue théorique, une langue inventée, une langue qui n'est pas une langue apprise dans la famille, est une langue qui n'a pas les contenus et la puissance affective que les langues naturelles peuvent avoir. Donc très souvent, quand on parle de l'impact des langues, si on est du côté scientifique, technique, etc., c'est pas un aspect important, mais si on est dans la communication quotidienne et dans la vie réelle et profonde des gens et dans la manière de penser et de concevoir le monde, à ce moment-là, l'affectivité est aussi importante que la rationalité. Et dans une langue comme l'espéranto, il y a beaucoup de rationalité, c'est très logique, c'est très bien fait, mais il n'y a pas d'affectivité du tout, où il n'y a que celle qu'en mettraient des gens qui emploieraient l'espéranto de manière spontanée. Or, ça, on peut imaginer que ça puisse marcher dans une conférence internationale. Après tout, ça ne sera pas pire que du globish, mais, et même, je dirais que ça pourra sûrement beaucoup mieux, mais pas comme langue de communication spontanée totale, quoi, voilà. Alors, monsieur, c'est à vous. Merci. Est-ce que le français est en train de s'appauvrir, notamment au niveau du vocabulaire? Alors, dans la pratique de la majorité des francophones européens, oui. Mais heureusement, il n'y a pas que les majorités. Et dans la pratique des minorités, y compris chez les jeunes, et je vais vous donner une expérience personnelle. Quand je faisais avec Daniel Morvan le dictionnaire culturel en langue française, nous avions décidé de recourir pour tous les articles culturels, il y en a quand même 1400 ou 1500, à des spécialistes le plus jeunes possible. Alors évidemment, il y a quelques têtes pensantes honorables et honorées, comme Le Goff qui a eu la gentillesse de m'écrire l'article sur l'histoire. Ça, j'en étais ravi, et qu'il ne s'agissait pas de lui dire « t'es trop vieux », parce qu'à ce moment-là, moi-même, je m'éjectais de l'opération. Et
cela dit, on a cherché des gens et on a trouvé des gens entre 25 et 35 ans dans des spécialités exigeantes comme la philosophie grecque ou des choses comme ça, ce qui montre qu'en cherchant là où il faut chercher, c'est-à-dire à l'école normale supérieure, dans les instituts de recherche, et je dois le dire, jamais à l'université. Ça, c'est une spécificité française, c'est-à-dire les grandes écoles, des polytechniciens, des vulcanologues qui venaient peut-être de l'université, mais enfin qui s'en étaient éloignés. Et là, on avait affaire à des gens dont la qualité de français était probablement supérieure à celle de leurs équivalents des générations antérieures. Donc, il y a une minorité qui non seulement maîtrise bien le français, mais qui est capable de jouer sur des registres qui avant étaient moins connus. Parce que le garçon dont je vous parlais, il est très typique. C'est un garçon d'origine libanaise, qui est installé en France et qui se considère comme complètement français, qui est tout à fait français, qui parle un excellent français, qui est un des plus grands spécialistes de Platon alors qu'il a 31 ou 32 ans, et qui en même temps, à l'époque où je l'ai recruté, dirigeait un groupe de rock. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je veux dire que quelqu'un qui s'occupe de Platon, qui sait le grec ancien et qui fait du rock, a priori, il y a quelque chose à en tirer. Et ça s'est avéré, c'est le verbe avérer, ça veut dire que c'était vrai. Il n'y a pas besoin d'un adjectif après. Donc, je vois, et aussi chez des jeunes qui sont beaucoup moins brillants, mais qui sont encore à l'école ou en fin d'études, par exemple parmi les utilisateurs des dictionnaires que je fais, des gamins et des gamines qui sont assez impressionnants dans leur qualité de français. Récemment, j'ai fait une conférence dans un lycée d'une petite banlieue de Toulouse, une petite ville qui s'appelle Muret. Les élèves sont des ruraux en général. Bon, je dois dire que la majorité n'avait pas l'air brillantissime, mais ça c'est très superficiel parce que j'ai pas eu le temps de parler avec eux. Mais j'en ai eu 3 ou 4 pris à part après qui sont venus me poser des questions très intelligentes. Donc voilà des gens qui avaient un système d'expression qui n'était pas du tout l'appauvrissement. Et l'appauvrissement qu'on critique souvent chez les jeunes des banlieues, notamment des générations d'émigrés, je me demande dans une certaine mesure s'il n'est pas fictif. Parce que c'est volontaire chez eux. Il y a un côté de répétitif, violent, insultant souvent, qui est destiné à éloigner l'adversaire. Et si on pouvait les observer, c'était le problème général de l'anthropologie. Quand un anthropologue vient interroger des gens, il obtient des résultats qui sont complètement biaisés par le rapport à l'anthropologue. Donc c'est la même chose, je me dis qu'il faudrait quelqu'un qui voit ça de l'intérieur, et je vous assure que les rapports que j'ai eus avec un rappeur pour faire une espèce de préface dialoguée à un petit dictionnaire qui s'appelle le Lexique des cités. Et là j'ai rencontré des gars, certains étaient dessinateurs, c'est des graphes, c'était pas des tags, c'était des graphes, c'est beaucoup plus savant. Et d'autres inventaient des exemples et cherchaient des étymologies. Et bien voilà des enfants qui avaient, des enfants, des grands enfants, entre 15 et 19 ans, qui donnaient l'exemple d'une maîtrise du français qui n'était peut-être pas très grande, mais qui n'était pas l'appauvrissement absolu qu'on dénonce souvent. Alors, quand on les entend dans la spontanéité de l'échange et l'appauvrissement de l'échange, oui, c'est assez inquiétant. Mais à ce moment-là, je vous conseille d'aller observer des enfants des classes supérieures de la société, qui sortent de grands lycées parisiens, qui sont aisés, qui sont de familles riches, etc., vous vous apercevrez qu'ils ont une phonétique qui est tellement bizarre qu'elle est aussi incompréhensible que celle des gamins des cités. Elle est différente, c'est de l'argot chic, mais c'est quand même l'argot dans la mesure où c'est pas destiné à être compris des autres. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de décevoir les parents et de parler un langage qu'ils sont incapables de maîtriser. De même que je pense que les critiques contre les SMS viennent très souvent de gens qui ne sont pas capables de faire les SMS aussi bien que les gamins, qui ont une virtuosité extraordinaire et pour qui c'est évidemment un jeu et pas du tout la fin de l'orthographe du français.
Voilà mon sentiment. Je peux en partie me tromper. On m'a accusé de démagogie dans certains cas. Voilà, j'assume. Enfin bon. Mais je crois que c'est très compliqué et qu'en réalité, la sociologie de l'état du français, de son appauvrissement lexical, etc., n'est pas faite. Ah, une autre question. Pardon, monsieur. Ici, oui, en béotien, je voudrais vous poser une question. Tout d'abord, je voudrais vous dire l'admiration pour cet exposé que vous nous avez présenté et vous demander comment se fait-il qu'il y a peu de références au grec, aux racines grecques. Or, en consultant votre dictionnaire, je retrouve très souvent les racines grecques. Oui, tout à fait. Et nous utilisons des mots, sans le savoir peut-être, mais qui sont à l'origine des mots grecs. Bon. Et deuxièmement, j'étais un peu surpris de ne pas avoir figuré la Renaissance. Je crois que la Renaissance a joué un rôle aussi extrêmement important, retour aux origines grecques, à la philosophie grecque, etc. Tout à fait. Alors, c'est un peu la question que je vous pose. Disons que vous soulignez les lacunes d'un exposé de ce genre, dans lequel on peut pas faire en admiration. Vous avez bien raison. Mais j'ai eu tort de ne pas prononcer le mot de Renaissance, mais enfin j'ai prononcé les noms de Ronsard, de Dubélé et de Léonard de Vinci invités par François Ier. Si c'est pas de la Renaissance, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai insisté sur la réforme, peut-être par faiblesse, parce que je suis à Genève. Mais Renaissance et réforme, ça j'en ai quand même parlé sans prononcer le mot de Renaissance, et ça je m'en excuse, j'aurais dû, pour faire cette comparaison qui est le problème par rapport à la langue latine qui était écrasante. Mais vous avez tout à fait raison, c'est à la même époque, ça n'est pas pour échapper au latin qu'on recourt au grec, parce que Dieu sait que la langue latine s'est servie de la langue grecque, surtout au point de vue conceptuel. Cicéron a employé des hellénismes partout, mais souvent en traduction, en calque. Alors qu'à la Renaissance, la connaissance du grec, qui est aussi un phénomène religieux, c'est-à-dire qu'on passe de la Bible de Saint Jérôme à la Bible et aux évangiles grecs, notamment aux évangiles. Et à ce moment-là, le passage au grec veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on est passé de la connaissance très partielle du grec qui avait été ménagée, je ne vais pas vous faire un cours, mais enfin bon, qui avait été ménagée par l'Église et qui était platonicienne et surtout néo-platonicienne, à une connaissance beaucoup plus complète, en grande partie grâce aux Arabes qui intègrent Aristote. Et à ce moment-là, quand on a d'un côté, par tradition chrétienne, Platon et les néo-platoniciens, et par échange culturel, où les Arabes ont joué un grand rôle, la tradition aristotélicienne, qui était à peu près inconnue au XIIIe siècle et qui commence à être très bien connue au XIVe siècle, on arrive au XVIe siècle à un moment où la référence à l'Antiquité grecque devient inévitable pour l'histoire de la pensée, pour l'histoire de la philosophie, et là aussi c'est une sorte de dégagement par rapport à la théologie. Parce que si on fait référence à Platon, on reste dans une tradition théologique, surtout à Plotin, mais si on remonte à Platon lui-même, et de Platon on remonte à Socrate, là on est dans un autre univers de pensée, et la religion chrétienne, si j'ose dire, mais je ne l'ose pas, mais si je l'ose, en prend plein la gueule. Voilà. Et ça a joué, et le grec est un mélange de références qui fait qu'on a même cru à un moment, et la famille Étienne y est pour quelque chose, que le français venait du grec. Et il y a un livre de Robert Étienne qui essaye de montrer que la grammaire latine est tellement loin de la grammaire française qu'en réalité, le français et le grec sont en rapport plus étroit. Ce qui, avec l'absence de connaissances historiques de l'époque, n'est pas idiot. Parce que la grammaire latine, avec ses cas, avec sa liberté de placement des mots, c'est vrai que dans la circulation de la pensée, a quelque chose de très étrange, notamment en poésie, par rapport au français de l'époque, le français du XVIe siècle, alors que le grec se laisse traduire très facilement.
Et à ce moment-là, il y a donc un mouvement de pensée dans lequel on dit on va puiser aux connaissances de la philosophie grecque, mais encore une fois, ça n'était pas possible au Moyen-Âge parce qu'on n'en connaissait pas assez et qu'on la connaissait très très filtrée et modifiée par la tradition chrétienne, alors qu'au XVIe siècle, ça devient possible parce qu'il y a une tradition critique et la connaissance des textes devient beaucoup plus grande. Donc là, on a une inondation de mots grecs, avec ce traitement que je déplore personnellement, mais on a le droit d'être de l'avis contraire, qui est que alors que les Italiens, quand ils prennent un mot grec et que c'est prononcé feu, ils écrivent un F, que c'est prononcé I, ils écrivent un I, alors que les Français, toujours plus savants que les autres et plus contents d'eux que les autres, écrivent PH et écrivent Y. Et donc voilà, avec une orthographe française qui est ornée de toutes les translittérations du grec, qui n'étaient pas vraiment indispensables, puisque ni l'espagnol ni l'italien n'en font état et ont transcrit de manière phonétique. Voilà. Il y a une dame un peu plus haut. Si le micro est juste devant elle. Là. Ah, mais il y en a une autre. Il y a un autre monsieur, mais bon, madame. Pardon. Merci beaucoup pour votre conférence, professeur. Je voudrais vous poser une question. Quelle serait votre attitude vis-à-vis des mots anglais qui se mélangent tout le temps dans la publicité, dans la vie courante de tous les jours, ici à Genève? La gare, c'est plus la gare, c'est Rail City. Je n'ai pas de... Comment? Oui, la poste, c'est le Post Center. Et puis, vous savez, il y en a une telle quantité. Moi, malheureusement, je ne peux pas tous vous... Mais quelle serait votre attitude vis-à-vis de ce phénomène? Bon, disons, pour rester modéré, qu'elle serait réservée, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'anglicismes inutiles, mais il faut les prendre pour ce qu'ils sont, parce que je ne pense pas que le Genevois francophone va dire spontanément « je vais à la Rail City ». Il va dire, comme tout le monde et comme toujours, je vais à la gare. Bon, donc il y a quand même le bon sens de la parole spontanée qui vient à l'encontre de cette espèce de volonté de la publicité, parce qu'il s'agit de publicité en réalité, c'est du langage publicitaire qui, à toutes les époques, a joué sur des différences, soit en inventant des orthographes nouvelles, fautives volontairement, soit en empruntant des mots qui ne peuvent être qu'anglais, parce que si on emprunte des mots russes, on n'est pas suivi, personne ne comprend. Donc, il y a... La volonté publicitaire, c'est de communiquer en changeant. Donc, pour communiquer, on prend un système qui est largement connu, Railway est quand même largement connu, mal prononcé, mais ça ne fait rien. Et alors, ce qui est encore plus pervers, c'était ce que nous avons vu tous les deux récemment, qui était un je ne sais pas quoi centre, et pas Confédération Centre, et non pas Confederation Center. Qui serait de l'anglais, bizarre, mais qui serait de l'anglais possible. Tandis que Confédération Centre, c'est pas de l'anglais et c'est pas du français. Alors là, on est dans une abstraction qui est que l'ordre des mots. Mais vous savez, c'est pas propre à Genève, je vous rassure tout de suite. Il y a une expression contre laquelle je m'étais soulevé à la radio, qui était la positive attitude. La positive attitude, c'est une invention d'une chanteuse, et mon Dieu, si c'était resté dans une chanson d'une chanteuse populaire, ça m'aurait pas gêné du tout. Mais voilà-t-il pas que le Premier ministre, qui avait nom, il est toujours vivant, mais il n'est plus Premier ministre, Monsieur Raffarin, a trouvé que c'était l'expression la plus merveilleuse du monde, parce qu'elle permettait de montrer un optimisme, parce que certainement que positive attitude était beaucoup plus optimiste qu'attitude positive. Bon, ça m'a posé quand même un certain problème, et je trouve que l'ordre des mots fait partie justement de ces choses qui secrètement peuvent miner la réalité et l'identité d'une langue. Donc je vous suis tout à fait, mais je serais encore plus gêné par ces mélanges franco-anglais
que par... c'est ce que Etiamble appelait le franglais. Alors Etiamble exagérait beaucoup, mais il y avait du vrai dans son raisonnement. Donc voilà, si on mélange deux langues, on est ridicule. Mais vous avez des menus qui se prétendent en français à Londres qui vous font rire tout autant. Donc consolons-nous. À Montréal, il y a des choses pas mal aussi. En recul, heureusement. Parce que... Monsieur, puis après je passe de l'autre côté, promis. Voilà, j'espère ne pas trop m'égarer en faisant allusion à la poésie, parce que il y a les traditions de la poésie française bien connues, vous avez fait allusion à la Renaissance, et malgré tout, les lois de la prosodie française traditionnelle, on les retrouve jusque chez Cocteau, pour prendre un des exemples les plus récents. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui par rapport à des créations possibles ? Ah, ça c'est une question difficile, parce que les lois de la prosodie sont une chose, la poésie en est une autre. Et il est certain qu'aujourd'hui, le discours poétique est de moins en moins tributaire des lois de la prosodie. Ça, c'est un fait d'observation, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que la poéticité a reculé, ça veut dire qu'elle s'est placée ailleurs et autrement. Mais de temps à autre, un poète, et un vrai poète, peut revenir à une prosodie traditionnelle et classique. Je vais prendre un exemple qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est mort il y a quelques années, qui est Henri Pichette, qui n'est plus connu des jeunes, et qui est l'auteur d'un des textes poétiques et théâtrales les plus puissants du XXe siècle, qui s'appelle Les Épiphanies. Et c'est un texte d'une beauté extraordinaire. Et ensuite, Pichette, qui avait fait ça très jeune, ça a un côté Rimbaud, c'est vraiment un texte très très impressionnant, a écrit d'autres poèmes, et plus il vieillissait, et plus ses poèmes étaient archaïques. Et j'ai fini par faire une prière d'insérer pour une partie de son œuvre pour Gallimard, dans lequel je disais que c'était le seul poète médiéval vivant. Et Henri Pichette, en effet, écrit notamment une tragédie sur les dangers de l'atome qui s'appelle Nucléa et qui ressemble furieusement à du Corneille. Bon, ça existe aussi, et ça fait partie de la poésie française avec ce jeu entre tradition et innovation, mais il est évident que c'est moins visible et moins célébré que les poésies d'Yves Bonnefoy, par exemple, qui répondent à des critères complètement différents. Mais je suis content que vous m'ayez posé une question sur la poésie, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une dimension fondamentale des langues. Et qu'une langue qui ne serait pas capable de poésie, en fait, n'aurait pas d'impact politique et idéologique puissant. C'est une manière justement pour les langues de montrer la puissance du signifiant, de montrer que ça ne se remplace pas, de montrer qu'il y a de l'intraduisible dans toute langue. Il y a heureusement du traduisible, mais il y a aussi de l'intraduisible. Et ça, c'est une dimension dont je n'ai pas parlé, mais vous pouvez tracer une sorte de ligne allant de l'intraduisible absolu au traduisible parfait. Par exemple, dans les pays bilingues comme le Canada, on est très capable de traduire les bulletins météorologiques de français en anglais et d'anglais en français. C'est la machine qui le fait. Et elle ne se trompe pas, parce que ce sont des formules qui sont transvasées l'une dans l'autre. Mais si on prend un poème d'Éluard, là, pour le traduire en russe, on a quelques problèmes. Et si on prend du Pouchkine pour le traduire en français, c'est exactement la même chose. Et pourtant, il y a des génies de la traduction, qui sont généralement des génies de l'écriture, qui sont capables de faire passer une langue dans une autre avec une puissance expressive et une justesse aussi grande que la langue originale, peut-être parfois supérieure. Je prendrai un seul exemple, c'est Baudelaire. Quand Baudelaire traduit les contes d'Edgar Poe, et quand il traduit, ainsi que Mallarmé, d'ailleurs tous les deux ont traduit les poèmes, un poème comme Le Corbeau, c'est le poème d'Edgar Poe, ils obtiennent en français un événement de la langue française qui a autant de valeur et autant de poids de mon point de vue. Et là, quand même, je connais assez d'anglais, j'ai lu Poe dans le texte, qui est un très grand écrivain, mais Baudelaire arrive à faire quelque chose qui est au moins l'équivalent de ce qu'a écrit Poe. Mais c'est complètement exceptionnel, hein, ça arrive très rarement. Je veux dire, on s'est acharné, il y a 50 000 traductions des pièces de Shakespeare. Rares sont celles qui atteignent la poésie, l'ambiguïté et les bizarreries, sans parler du côté complètement intraduisible des calembours et des jeux de mots. Bon, le personnage de Falstaff, on ne peut pas le traduire, ça ne marche pas. On reprend encore deux questions.
On va encore prendre 2 questions de ce côté. Ah oui, donc je réponds trop longuement, excusez-moi. Et puis après, on va malheureusement... Pour ce qui me concerne, c'était une question à propos de l'Académie française. Dans ce sens que, par exemple, pour les francophones de Suisse, un certain nombre de mots n'ont aucune chance d'entrer jamais dans leur définition. Je pense pas à panos, par exemple, qui pourtant vient du latin, ou à dérupité, qui vient également du latin. Et quel est son rôle, comment voyez-vous le rôle de l'Académie française en tant que fixateur de la langue, en tout cas au niveau des vocabulaires, par rapport à l'Allemagne, qui n'a pas créé cette institution? Je ne sais pas l'Angleterre si elle a aussi une académie de sa langue. Non, pas du tout. Quel est le moteur? Finalement, l'allemand me paraît un intégrateur puissant, en tout cas des langues anglaises, de la langue anglaise, mais y compris du français. Alors que nous, on est toujours un peu quand même mal à l'aise, on se sent un peu traître quand on utilise un mot venant d'une autre langue. Alors que quand j'entends des amis arabophones parler, ou entre eux, mélangeant du français dans leur langue, l'enrichissant constamment, j'ai l'impression que ça crée quelque chose, ça crée un dynamisme, et j'ai peur parfois que le français soit un peu figé. Le français de l'Académie, par définition, il se donne comme objectif d'être figé. Je pense que Mme Carrère d'Ancos me contredirait, elle serait très mécontente parce qu'elle ne dit pas ça. Et il est vrai que l'Académie a beaucoup évolué. Mais si vous voulez comprendre le rôle de l'Académie française, il faut faire de l'histoire. L'Académie française a été voulue et créée par Richelieu, et c'est un acte politique. Et elle a été utilisée, et plus qu'utilisée, par Louis XIV. C'est-à-dire que c'est une institution qui est destinée à imposer à la totalité des sujets du roi la même façon de s'exprimer, avec en même temps une volonté esthétique. Et chez Richelieu, c'est à peu près présent, chez Louis XIV, tout à fait. Parce que Louis XIV était réellement un despote éclairé. C'est probablement le plus vrai despote éclairé. Ils ne sont pas au XVIIIe siècle, c'est Louis XIV. Parce qu'en même temps, c'est un extraordinaire mécène pour la création, même quand elle est gênante sur le plan idéologique. Il a toujours défendu Molière, même quand la plupart des courtisans et des ministres auraient voulu passer Molière à la trappe après des pièces comme le Tartuffe qui ont très mal passé. Donc Louis XIV ne l'a pas défendu franchement, parce qu'il était très subtil et assez pervers, mais il a fait en sorte qu'il puisse continuer à travailler. Et en même temps, le modèle de français qui était garanti par l'Académie française était dans son esprit une nécessité absolue. Cela dit, ça s'est pas très bien passé dès le début, parce que, puisque l'histoire des dictionnaires est ma spécialité, vous ne savez pas que parmi les 3 grands dictionnaires français de la fin du XVIIe siècle, où il n'y a plus de latin du tout, voilà la fin de l'évolution dont je parlais tout à l'heure, il y a celui de Richelet. Me voilà obligé de faire encore référence à Genève, puisque le dictionnaire de Richelet, à cause du monopole que l'Académie française avait... Ah mais ça c'est charmant, ça. Voilà, c'est le rossignol de l'Arsène qui commence à s'exprimer. Le dictionnaire de Richelet a été publié à Genève parce qu'on ne pouvait pas le publier en France. Le dictionnaire de Furetière a été publié à Rotterdam parce qu'on ne pouvait pas le publier en France. Genève, Rotterdam, voilà 2 centres des Huguenots français qui étaient... et c'est Pierre Bell, qui est l'auteur du grand dictionnaire critique qui va secouer énormément le cocotier des connaissances théologiques, qui fait la préface du dictionnaire de Furetière. Et puis, dernier, alors qu'il devrait être le premier parce qu'il était commencé depuis longtemps, le dictionnaire de l'Académie française. Et on sait que Louis XIV a eu des mots sévères pour le dictionnaire de l'Académie. Il y a une correspondance entre, je pense que c'est Racine et un autre correspondant, qui dit on a fait hommage au roi du dictionnaire de l'Académie, et il a dit dans le privé qu'il préférait de loin celui de Furetière, ce qui était horrible parce que Furetière avait été exclu de l'Académie comme ayant pillé le dictionnaire de l'Académie. L'Académie est une institution, l'Académie est une institution à l'époque qui est complètement politique, et elle acquiert une légitimité linguistique et orthographique en particulier au XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, elle commence à avoir une action, mais qui malheureusement va s'arrêter après Voltaire, et qui est une action de simplification de l'orthographe. Et vous avez une autre académie,
qui n'est pas française et qui est aussi une académie royale, c'est l'Academia Real d'Espagne, qui a fait un travail, alors là, qui a abouti à une écriture de l'espagnol qui en fait la langue la plus phonétique de toutes les langues européennes et donc la plus facile à apprendre sur le plan de l'écriture. Voilà ce qu'aurait dû faire l'Académie française. Elle l'a fait à une certaine époque, mais elle n'était pas là pour ça. Elle était là pour garantir l'unité de communication dans l'obéissance au roi. C'était ça. Et évidemment, après, ça a changé. Alors, l'Académie française a volé en éclats à la Révolution. Elle a pondu un dictionnaire révolutionnaire qui est fort intéressant et qui a été naturellement immédiatement considéré comme nul et non avenu à la Restauration, où on est reparti sur le modèle. Et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le dictionnaire de l'Académie s'est assoupli, élargi et enrichi. Et l'édition actuelle, qui en est vers la fin, la lettre S ou T, est finalement, depuis celle de 1762, la meilleure. Donc il y a un assouplissement et il y a un changement un petit peu de référence qui fait que les académiciens et les académiciennes qui ont mis du temps à se manifester, mais qui sont maintenant assez nombreuses, sont des gens extrêmement fréquentables. Alors, la toute dernière d'Air de Der, et puis on sera malheureusement obligé de lever la séance. Monsieur, oui, vous avez beaucoup évoqué le passage des mots, les allers-retours des mots par-dessus le Channel, par-dessus la Manche. Et moi, je me souviens que dans ma bientôt lointaine jeunesse, il y avait un mot anglais qui avait fait son apparition, qu'on appréciait beaucoup parce que c'était le flirt. Et un de mes profs nous avait dit, j'espère que vous n'allez pas démentir, que ça venait de Comté Fleurette. Et bon, je trouve que c'est un joli passage. Et on a aussi évoqué ce danger de ces mots français hybrides de l'autre côté de la salle, mais il y a aussi de jolis passages. Comté Fleurette qui revient sur la forme du flirt. Alors, je crois que c'est juste, non ? Ben c'est probablement juste, c'est pas à 100% certain. L'étymologie anglaise du flirt, je vous conseille de consulter le grand dictionnaire d'Oxford. Ils ne sont pas tout à fait de cet avis parce qu'ils sont parfois réticents pour donner une origine française à certains mots anglais courants. Donc, il y a toujours un petit peu d'idéologie dans la recherche étymologique. Cela dit, j'aime à croire que ça puisse être vrai, puisqu'il y a beaucoup d'exemples comparables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que la tonnelle-tunnel, c'est quand même charmant aussi, mais qu'on devrait en France redonner à ces mots anglais leur habit français, comme on savait le faire au XVIIe siècle, où à partir de riding coat, on créait redingote. Ça, c'était vraiment... Voilà, ça c'est de la création. Mais on ne sait plus faire ça. C'est dommage. Alors, le moment est venu de conclure et de remercier M. Ray d'avoir pendant pratiquement 2 heures parlé la langue française sans tomber dans le sublime et évidemment dans le ridicule. Merci beaucoup de tout.